Merci beaucoup. Je vous invite à donner non-stop pendant mon call avec Elena Ranchal que je vais accueillir ici, messieurs, dames. Attention. Attention. Est-ce que je suis en train de rejoindre? Est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que c'est réel? Allô? Bonjour. Bonjour Elena, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ok, ça va. Ça peut être mieux? Ça peut être mieux. Alors, attendez. Ouais. C'est bon maintenant. Parfait. C'est bon? Parfait. Ouais, très bien. Alors, je suis en live sur ma chaîne Twitch, bien sûr. Est-ce que vous acceptez que je mette l'ensemble de l'image tant qu'à faire sur mon Bien live? sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Messieurs, dames, sur le live, je vous présente Elena Ranchal de chez Médecins du Monde. Encore une fois, merci beaucoup déjà de prendre le temps de discuter avec nous parce que je sais que vous prenez le temps de discuter avec beaucoup de monde. Je ne suis pas du tout le premier qui vous demande une petite interview, une petite discussion, mais en même temps, les gens veulent savoir et c'est un peu normal où est-ce que va l'argent, qu'est-ce qu'on fait des dons, etc., etc. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, Elena, je veux bien savoir très rapidement quel est votre rôle à vous, personnellement, Elena, dans Médecins du Monde. Ok. D'abord, est-ce que vous pouvez tutoyer? Ah, trop bien, j'allais demander ça, trop bien. On peut se tutoyer avec grand plaisir, Elena, merci beaucoup. Très bien. Alors, on se tutoie. Alors, moi, je suis Elena Ranchal et je suis la directrice des opérations internationales des Médecins du Monde France. Et en gros, en quoi consiste mon travail? C'est Médecins du Monde France travaille dans presque une trentaine de pays, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, etc. Et on fait, moi, avec mes équipes, que ce soit depuis ici à Paris, mais ici sur le terrain, mon travail, c'est coordonner les actions et toutes les interventions qu'il y en a dans les différents pays. Et notamment celle-là qu'il y a maintenant à Palestine, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. D'accord, ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, d'autant plus de prendre le temps, de prendre le temps. Est-ce que Médecins du Monde, oui, vous avez déjà fait des choses sur Twitch, Médecins du Monde? Des actions caritatives sur Twitch, il me semble, hein. Oui, 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 on a je ne veux pas dire une longue histoire, mais on a déjà, effectivement, il y a certains événements qui ont fait, notamment les Spidons Tout avec à fait. Mister Rugby, qu'on les fait chaque année depuis quelques années. Et depuis vendredi, et merci vraiment à tous les streamers et streamers, on a fait pas mal de Twitch. Ce matin, mes collègues me disaient qu'on a collecté déjà plus de 350 000 euros de façon qu'on va très bien, on est très très content et on est ravis d'être ici aujourd'hui avec toi et avec les autres streamers. Bah ouais, c'est très cool. Actuellement, pour te dire, on est à 368 000. Donc ça va très vite, Ok, ouais. Ça va très très vite. On a rajouté, enfin, ils ont rajouté, les donateurs et donatrices du live ont déjà rajouté plus de 10 000 euros en une demi-heure. Donc c'est incroyable, ça va très très vite. très bien. Euh, alors, Elena, j'ai préparé quelques petites questions. Déjà, depuis quand Médecins du Monde est présent à Gaza, sur le territoire? Alors, ça fait plus de 20 ans au Palestine en général, Ok. et on a eu des étapes différentes. On était présent en Cisjordanie. J'ai fait un petit aparté pour expliquer aux gens, pour s'ils ne sont pas très au courant de le côté géopolitique au Palestine. Mhm. En fait, le territoire palestinien, il est divisé en deux, la bande de Gaza et vraiment la Cisjordanie. Et au milieu, il y a Israël. De façon que même le territoire palestinien, il est pas uni. Et Médecins du Monde travaille depuis longtemps, plus de 20 ans, dans les deux endroits. En général, les activités qu'on avait, c'était les dernières années avant la guerre, c'était plutôt côté santé mentale, parce qu'il faut savoir que la situation de Palestiniens, c'est très compliqué. Ils sont soumis à énormément de pression. À Gaza, par exemple, c'est pas nous. Il y avait cette blocus d'Israël depuis de nombreuses années. Et en Cisjordanie, on a une chose assez dramatique, c'est on a la présence des colonnes, ça veut dire des populations israéliennes qui, de façon illégale, occupent des territoires palestiniens et qui, de temps en temps, ils vont dans des villages des populations palestiniennes et pour les attaquer, brûler les maisons et Mais de façon très violente et de façon que nous, Médecins du Monde, on avait ces équipes de santé mentale pour pouvoir venir au niveau de soins santé mentale.
D'accord, mais c'est du coup ces Israéliens qui viennent sur le territoire palestinien pour attaquer les villages, etc. C'est quoi? C'est des conservateurs intégristes israéliens? C'est des gens de l'armée? Qu'est-ce que c'est? Non, il faut savoir qu'en Cisjordanie, on a une présence de l'armée assez importante. Moi, par exemple, ça fait une dizaine de jours en Cisjordanie avec les équipes. La présence de l'armée, elle est assez importante et de façon très arbitraire. Par exemple, pour aller d'un endroit à l'autre, ça peut te prendre 30 minutes ou 3 heures parce que parfois, ils vont mettre un checkpoint. L'armée se positionne là-bas. Ils ne laissent pas passer les voitures, de façon que ça conditionne énormément de choses de la vie pour aller au travail, mais pour aller à l'hôpital, etc. Et ça, c'est l'armée israélienne. Après, il y a les colonnes, effectivement, que c'est des extrémistes vraiment de droite qui sont là-bas avec ses familles, ils se sont fabriqués des espèces de quartiers où il y a vraiment de tout. Et pour exemple, moi, j'ai visité un village où ça faisait une semaine, il y a eu plusieurs colonnes qui se sont organisées, ils sont venus avec des 4x4, ils sont arrivés dans un petit village de population palestinienne et ils ont brûlé les maisons. Et ils ont tué tous les moutons qu'il y avait. Ils ont, pour exemple, endommagé tous les groupes électrogènes, etc. Et moi, j'ai pu m'interviewer avec des jeunes femmes qui s'étaient blessées par balle. C'est pour te raconter un peu la La violence, violence quoi. Ouais, ouais. extrême qu'il y a là-bas. Ok, d'accord, ouais, ouais, oui, c'est extrêmement violent, effectivement. Est-ce qu'il y a une évolution des actions de Médecins du Monde, c'est-à-dire si vous y êtes depuis une vingtaine d'années, est-ce que aujourd'hui c'est critique par rapport à il y a 10, 20 ans? Est-ce que ça a toujours été critique à ce point-là, etc. Où est-ce qu'on en est? Ça a été toujours très compliqué et il y a des pics de violence. Ça qu'on voit en Cisjordanie, c'est qu'effectivement, depuis le 7 octobre, ces attaques que je t'ai racontées, ils sont de plus en plus fréquents et sont de plus en plus violents. Après, si on parle de Gaza, la situation à Gaza, c'est une situation humanitaire catastrophique, hein. Moi, ça fait une vingtaine d'années, parce que je suis très jeune, une vingtaine d'années que j'ai fait ce métier. J'ai travaillé dans énormément de endroits de conflits armés et la situation qu'on voit à Gaza, c'est vraiment assez nouveau. On parle d'une population qui est complètement encerclée et enfermée. Quand tu vois, dans d'autres guerres, les gens, normalement, ils peuvent s'échapper. Par exemple, si on voit les cas d'Ukraine, les gens peuvent s'échapper à des pays voisins. Dans les cas des Gaza, ce n'est pas possible. Et les gens, ils sont complètement enfermés. Et c'est Israël qui coordonne et qui conditionne toutes les choses qui rentrent, la nourriture, les combustibles, les médicaments, etc. Et toutes les choses qui sortent incluent aussi les personnes. De façon que on disait toujours que c'était une prison à ciel ouvert. Et maintenant, c'est de plus en plus, malheureusement, c'est un cimetière à Ah, c'est ciel l'ouvert. ouvert. La Ah, oui. situation est dramatique. Ah oui, d'accord. Donc finalement, la situation est critique particulièrement depuis le 7 octobre dernier et ça s'intensifie sur place et ils sont coincés. Mais parce que du coup, Médecins du Monde, quand vous êtes sur place, votre but, c'est les aider. Est-ce que c'est aussi les aider à partir ou ça vous est impossible? Non, nous, on n'organise pas ça. De toute façon, maintenant, c'est pas possible. Il y a personne qui sort. Dans les autres pays, on peut accompagner quand il y a des déplacements de population, mais c'est pas le cas à Gaza. De toute façon, que ça, qu'on est à Gaza, on est en train de faire des choses très basiques. C'est les soins santé primaires des bases. Ça veut dire la consultation des enfants, les suivis des femmes enceintes, tous les côtés des malades chroniques et comme les hôpitaux, ils sont complètement surpassés au niveau capacité. Et il y a des gens qui sont envoyés à la maison de façon un peu tôt, parfois même après des chirurgies un peu lourdes. Et ça que nous, on va faire, c'est faire tout ce côté extra-hospitalière. Et bien évidemment, on a un volet au niveau santé mentale très important au niveau des adultes et des enfants, parce que ça fait presque 8 mois maintenant. En général, les gens, pour expliquer un tout petit peu comment la vie de tous les jours, les gens, ils ont été forcés à se déplacer 4 ou 5 fois. Pour beaucoup, ils ont perdu la maison, de façon qu'ils savent que si un jour cette guerre est finie, ils ne vont pas retrouver la maison, que c'était un peu les seuls biens qu'ils savaient. Pour beaucoup, ils ont perdu certains membres de sa famille. Nous, par exemple, de nos équipes, on a plus de 40 de personnes au Gaza, des Gazaouis, ils ont tous perdu quelqu'un. Et nous, on a perdu même un collègue qui a été assassiné à la fin de 2023, un jeune médecin
urgentiste. Et la situation, c'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver à manger tous les jours. C'est très compliqué de trouver de l'eau. Et on sait que l'eau, il est de très mauvaise qualité. Et une pression très importante, des bombardements, mais il y a aussi les drones. Cette côté, il faut se déplacer d'un endroit à l'autre, etc. De façon que c'est extrêmement compliqué. Et ça se répercute bien sûr sur les côtés de santé parce que déjà, il y a une fragilité et la situation fait que les gens, ils sont de plus en plus fragiles au niveau santé et que nous, les soignants et les humanitaires, on a de plus en plus de difficultés à faire notre travail pour des questions de sécurité, etc. Et oui, bah oui, tu dis que vous avez de plus en plus de mal à faire votre travail. Justement, là, on commence à voir qu'il y a des aides humanitaires qui se font attaquer, etc. À quel point, Médecins du Monde, vous êtes déjà fait attaquer ou vous avez vu peut-être d'autres collègues humanitaires se faire attaquer? Comment ça se passe de ce côté-là? Tu as vu dans les médias, l'armée israélienne ne s'est pas privée d'attaquer des hôpitaux, des Oui, ambulances, même tout des humanitaires. Il faut savoir que dans la guerre, il y a ces règles, c'est une chose qui s'appelle les droits internationaux humanitaires, où il faut protéger la population civile, il faut protéger les humanitaires, etc. Tout ça, tous ces droits-là, ils sont complètement bafoués. Concrètement, Médecins du Monde, comme je te disais, on a perdu un collègue, mais au-delà de ça, nous, on avait un bureau à Gaza City, au nord. Euh, Normalement, nous, on donne toujours, c'est pas une question qu'on met des drapeaux, etc., mais c'est aussi, on donne les coordonnées GPS pour dire, voilà, nous sommes en ONG, on est très connus à Gaza, et on donne les coordonnées GPS à l'armée israélienne pour dire, attention, on est là. Bon, ça n'a pas servi à grand chose. L'armée israélienne a rentré dans notre bureau de façon très violente et très humiliante, a fait sortir les collègues qui s'étaient encore à Gaza City. Et après, ils ont bombardé notre bureau à Gaza. On ah s'est d'accord. déplacé vers le sud, à Rafah, et ça fait, vous avez vu, ça fait un peu plus de 12 semaines. L'armée israélienne a pris les postes frontières avec l'Égypte. Nous, on avait notre bureau pas très loin. On a reçu l'information il faut évacuer parce que ça va être une zone bombardée. De toute façon, il y a des nouveaux, on a des nouveaux évacuer nos bureaux et aussi bouger nos cliniques. On avait des cliniques à Rafah. Maintenant, les amis, on va dire dans la middle area, dans la moitié des Gaza, et on a ouvert à nouveau un bureau. Le problème, c'est que on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer. Nous, comme la population, on est déplacé des forces tout le temps. Et depuis 12 semaines, et que l'armée israélienne a pris cette poste frontière avec l'Égypte, on fait rien rentre. Euh, Nous, on est des soignants. Et au-delà de nos mains et de nos paroles, on avait soit des médicaments, et depuis 3 semaines, il n'y a rien encore rentre. De Ok. toute façon, si ça continue comme ça, on va pas pouvoir continuer à faire notre travail parce qu'on n'a pas de combustible pour nos voitures pour pouvoir bouger d'une clinique à l'autre, parce qu'on n'a pas de médicaments. Alors, ça devient très, très, très compliqué. D'accord, ouais, vous êtes encore plus bloqué au fur et à mesure du temps qui passe, finalement. Mais il y a la Cour internationale de justice qui a reconnu quand même la situation comme étant une situation de génocide. C'est quand même, les termes sont posés. Est-ce que ça implique des choses pour vous nouvelles? Je sais pas. Non, en fait, le terme génocide, c'est un terme juridique et pour qualifier une situation de génocide, même si on a toutes les preuves, il faut prendre du temps. C'est possible que ça sera dans quelques années que ça sera qualifié comme ça. Nous, ça qu'on témoigne, c'est que la situation, il n'est pas soutenable. Ça veut dire nous, soignants et humanitaires, on ne peut pas faire notre travail parce qu'il y a des contraintes, vous voyez, aussi logistiques, mais au niveau sécuritaire, ils sont Hmm. les mêmes pour la population. Ces principes des droits internationaux humanitaires, ils ne sont absolument pas respectés. De toute façon, que ça qu'on demande, et on les demande, nous, et beaucoup d'entre nous, c'est un cessez-le-feu. C'est la seule solution. Vu l'étendue des dégâts, c'est pas une pause des 12 semaines que ça va faire, ça va changer la donne. C'est vraiment un cessez-le-feu, et surtout que la communauté internationale, les restes des pays, ils sont des courages diplomatiques. On voit qu'il y a un peu deux poids, deux mesures. Vous Hmm. savez, Ouais, tu as ouais. vu, par exemple, pour Ukraine, et par rapport à l'invasion de la Russie, il y a eu tout un bloc des pays qui se sont positionnés, parmi ça l'Europe, la France, pour soutenir un pays. Bon, dans le cas de la Palestine, on voit qu'il y a des tweets, les gens s'indignent dans des discours, mais ça fait 8 mois et pour le moment, on a plus de 35 000 morts seulement victimes de bombardements.
il va falloir compter tous les gens qui sont en train de mourir parce qu'ils ne sont pas en accès à la santé ou parce qu'ils vont mourir à cause de la famine, etc. Et on estime à peu près à combien, du coup, de nombre de personnes en danger actuellement dans Gaza, en Cisjordanie, etc. On ne peut pas savoir vraiment. À Gaza, Ouais. il n'y a pas un seul endroit sûr à Gaza. Les gens risquent sa vie tous Ah, les bien jours. sûr. Ah, bien... Parce que Oui, oui. c'est tellement arbitraire, de façon qu'à Gaza, on parle de plus d'1,5 million de personnes. Ok. Et ces personnes, ils sont en danger absolument tous les jours. En Cisjordanie, c'est un peu différent parce que, comme je te disais, les pics de violence changent et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut se passer. D'un jour à l'autre, il y a des colonnes qui viennent à un village et les attaquent. Ça, on ne sait pas. Mais ça qu'on est certain, c'est que la population à Gaza, la totalité des populations à Gaza, on parle de plus d'1,5 million de personnes quand même. C'est beaucoup de personnes. C'est énorme. Ils sont en danger. Quand j'ai parlé des 35 000 morts, pour 2 tiers, c'est des enfants et des femmes. De façon que ce ne sont pas des victimes collatérales, comme on dit Messiah Netanyahu ou l'armée israélienne. C'est vraiment des victimes, que c'est plus que dommage. Oui, en fait, on pourrait croire que c'est des victimes collatérales alors que c'est des victimes directes, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ça a été bombardé fait. à cet endroit, quoi. Il y a pas de, c'est pas collatéral, c'est de la victime Ouais, directe. tout à fait. Et d'accord, et donc on parle d'environ 1,5 million de personnes en danger actuellement dans Gaza, ouais, donc c'est énorme, c'est énorme. Tu en parlais tout à l'heure, ça fait 8 mois, rien n'est fait. Tu parlais effectivement de l'Ukraine, pardon, où il y avait eu une espèce de soulèvement, même des États où finalement il s'était passé quelque chose. Par exemple, moi je suis français, je suis suivi par beaucoup de gens qui sont aussi français. La France est un des pays qui ne reconnaît pas la Palestine. Est-ce que ça a un impact sur votre travail à vous, Médecins du Monde? Comment gérer ça? Ça n'a pas un impact maintenant, ça peut être un impact après. Effectivement, il y a la reconnaissance d'un État palestinien dans l'essence pour la reconstruction. Les jours qu'il y a un cessez-le-feu, il va venir. Ça marquerait vraiment un changement, c'est l'imposition claire et ferme des différents États pour demander ce cessez-le-feu. Tu vois, il y a des choses très hypocrites. Euh, tous les entrées à Gaza, ils sont contrôlés par l'armée israélienne. Et ce n'est pas nouveau. Ça a été comme ça, sauf les postes de Rafah avec l'Égypte. Bon, celle-là, il est aussi contrôlé par l'Égypte. De l'autre côté des Rafah, côté égyptien, il y a des kilomètres de camions, mais des kilomètres de camions qui attendent avec la nourriture, avec des médicaments, etc. Avant le 7 octobre, il y avait autour des 500-600 camions qui rentraient tous les jours parce qu'il y avait un blocus. Depuis le 7 octobre, c'était à compte-gouttes. Tout ça pour illustrer qu'il y a la capacité logistique pour pouvoir le faire. Ça qui manque, c'est la volonté politique. Et après, on a des mesures qui nous font presque sourire parce que c'est un peu hypocrite. Les largages aériens des aides humanitaires par parachute qui arrivent dans la mer, que les gens après vont se battre pour la récupérer, etc. Pourquoi faire tout ça, que ça coûte des millions quand il y a des camions? La même chose avec cette porte ronflable qui flotte, Oui, etc., financée par les États-Unis. ça c'est de la communication. Oui, ça coûtait plus de 350 millions d'euros faire ça. Les États-Unis, ils sont vraiment un levier d'influence et diplomatique pour économiser ces 350 millions d'euros et dire à Israël, bon, il faut ouvrir. Mais en même temps, il y a ce discours, mais les États-Unis continuent à envoyer des armements à Israël. Tout ça pour dire que c'est ça, c'est très hypocrite et je pense que c'est la honte internationale vraiment pour les nations internationales parce qu'ils ne sont pas en train de se positionner de façon forte comme ils savent le faire. Ils l'ont fait pour la Syrie, ils l'ont fait pour l'Ukraine, Oui. mais pour Gaza, ils laissent les gens mourir. Oui, c'est complètement hypocrite et c'est finalement une position très franche qui est prise par les pays qui ne reconnaissent pas Palestine et notamment les États-Unis qui bloquent, comme tu dis, certains endroits et qui font même de la communication du fait de les aider en envoyant des choses et tout, alors qu'il y a, comme tu disais, des kilomètres de camions disponibles avec des ressources à l'intérieur qui pourraient totalement rentrer dans Gaza et fournir les aides nécessaires. Enfin, en tout cas, quelques aides, quoi. Ouais. C'est ça, Ouais. c'est ça que tu racontes. Ah ouais, c'est une violence. Et est-ce que dans ce
comment dire, cette situation, déjà, est-ce que cette situation, elle est inédite pour toi? Ça fait 20 ans que tu fais l'humanitaire. Est-ce que c'est inédit, cette situation? Moi, j'ai jamais vu ça, hein, en 20 ans. Tous les conflits sont très cruels, etc. Mais ici, il y a une condition des choses que c'est inédite. Les faits que ça soit un blocus total et un blocus généré par un seul pays, les faits que les gens ne peuvent pas s'échapper. Euh, la destruction massive, Gaza, elle est toute petite, hein, Hum, hum, hum. vraiment toute petite, toute petite. Et on parle qu'il y a une destruction au niveau infrastructure, on parle des maisons, mais on parle d'industrie, à plus de 70%. De façon que les gens, quand ils sont déplacés des forces, de bouger du nord au sud, du sud vers les milieux, les gens, ils ne sont pas où se mettre. Nous, on a des collègues qui sont dû changer 5-6 fois des maisons, 5-6 fois des lieux d'habitation, on va dire. Il y en a beaucoup de collègues qui habitent dans des tentes, ou vraiment dans des maisons de fortune. Certains, avec la famille, ils dorment dans des voitures. Il y a des gens qui dorment sur la plage, etc. Parce qu'il n'y a pas des endroits, on va dire, en dur pour tout le monde. De toute façon, Ok. les conditions, ils sont très dures. Si on ramène au côté santé, les soignants, on est en train de faire des choix très compliqués. Toujours dans les conflits, c'est normal, on doit faire des triages pour, on va dire, sauver la plus quantité des gens Bien possible. sûr. Bon, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux maintenant? C'est que les personnes qui sont très, très gravement blessées, qui on sait qu'ils vont devoir être sur respirateur, sur beaucoup de machines, sur beaucoup de matériel, médicaments, avec beaucoup de staff médicaux, ils sont laissés de côté parce qu'il n'y a pas les moyens pour soigner ces gens-là. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Nous, on avait des collègues qui prêtaient main forte à des hôpitaux parce que nous, on n'est pas dans des hôpitaux, on est dans les centres de santé. Mais, euh, mais là-bas, les gens, ils sont opérés par terre, en train d'utiliser les torches des téléphones. Imagine les conditions Oui, c'est des d'asepsie. conditions qui sont déplorables. C'est catastrophique. Il y a... Enfin, c'est dans ce sens-là aussi que c'est inédit. Comme tu le dis, il n'y a rien en dur. Tout est fait, si je puis dire, à l'arrache totale, dans les conditions comme vous pouvez. Est-ce que dans ce genre de situation inédite, tristement inédite, est-ce que les différentes organisations, je pense à potentiellement, par exemple, Croix-Rouge, MSF, j'en sais rien, est-ce que vous vous coordonnez? Est-ce que vous Ouais. entraidez? Je ne Ouais, me rends pas ça compte. c'est toujours une espèce de légende urbaine, comme on est là pour faire la compétition les uns contre les autres, loin de ça. Il y a des besoins vraiment, mais que ce soit au Gaza ou dans d'autres pays, il y a des besoins assez importants et on est coordonné pour pouvoir couvrir des zones géographiques, ou parfois parce qu'on ne fait pas exactement la même chose. Il y a des gens qui sont plus axés au niveau communautaire, des gens qui sont plus axés au niveau hospitalier. De toute façon, qu'il y a vraiment, on se coordonne. Il y a pas d'ego mal placé. Ok, bon, bah, ça va. Non, parce qu'on on pourrait, on sait pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Vous êtes quand même, enfin, je veux dire, c'est des grandes structures, des trucs comme Médecins du Monde et tout. On sait pas trop. On sait Oui, pas non, non, trop. mais on se coordonne parce que on se connaît, on travaille dans des autres pays, etc. De toute façon, non, non, on se coordonne. C'est dans la bonne intelligence. Il y a énormément de besoins et l'intérêt, c'est de pouvoir couvrir les plus grandes quantités des gens possibles. Alors, non, non. Très bien. Oui, il y a de l'humanitaire dans l'humanitaire. Encore eux. Est-ce que vous Tout avez, à fait. ouais, c'est vrai que dans ce genre de situation, on se pose la question, on se permet. Est-ce que vous avez des confrères, des consoeurs qui ne veulent pas venir sur ce conflit-là pour aider, étant donné la situation, étant donné le non-respect de la Convention de Genève, étant donné tout ça, est-ce que t'as des collègues, Des médecins du monde? par exemple, oui, qui ne veulent pas venir là parce que c'est pas possible? Non, les problèmes qu'on a maintenant, c'est que depuis 3 semaines, on ne peut pas. Nous, comme je t'ai dit, on a un peu plus de 40 personnes à Gaza, des Gazaouis, Ok. et de temps en temps, on envoie des personnes depuis Paris pour différentes choses au niveau technique, etc. Bon, ça fait 3 semaines qu'on ne peut pas le faire parce que tout est fermé. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent avoir on va dire, un peu de respect par rapport à la situation, à la condition sécuritaire, etc. Mais en général, chaque fois qu'on demande aux gens est-ce que tu veux aller, les gens vont. Moi, si vraiment la frontière s'ouvre aujourd'hui, avec grand plaisir, demain, je suis à Gaza, j'ai qu'une envie, c'est voir mes équipes que je n'ai pas vues depuis 8 mois. Depuis 8 mois, tu les as pas vus?
Je les ai vus comme ça, ambitieux, mais bon, j'aimerais bien être là et les serrer un peu dans les bras quand même. Bah oui, tu m'étonnes, c'est fort, parce que bah, tu les serreras dans tes bras aussi pour nous. Tout à fait. Parce que bah, nous, tu vois, là, je suis derrière mon ordinateur, il y a plein de gens, ils regardent leur télé, leur ordinateur, et on se sent un peu, bah, même complètement démunis, quoi, impuissants face à cette situation où Mais il ne faut pas se sentir démuni, hein. C'est très important d'événements comme ça. S'il y a, je ne sais pas combien de gens ils sont en train de regarder, ils sont il en y a train de six mille discuter. six cents personnes qui t'écoutent actuellement, Bah Elena. alors, bonjour à tout le monde. Mais c'est très important, effectivement, relayer la parole et vous indigner aussi sur la situation. Et soyons fous, si vous donnez d'argent, c'est très bien, chacun a sa mesure. Et j'en profite pour dire, parce qu'il y a toujours, il y a des gens qui sont toujours un peu des inquiétudes sur est-ce que l'argent, ça sert à quelque Oui, chose, j'allais te ça va poser la arriver question. sur les Oui. terrains. Alors, oui, ça arrive sur les terrains, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire, Médecins du Monde, avec l'argent qu'on est en train de collecter? On va pouvoir réhabiliter des cliniques. Ok. On va pouvoir mettre des cliniques, par exemple, style plus temporaire, avec des tentes, etc., pour pouvoir couvrir un peu plus des territoires et pouvoir couvrir plus de personnes. On va pouvoir acheter tous ces matériels et médicaments. Et c'est vrai que pour le moment, c'est un peu fermé au niveau des frontières, mais ça qu'on est en train de faire, c'est constituer des stocks des moments dès qu'il y a la possibilité de rentrer, on rentre avec tous les matériels et tous les médicaments, et ça sert aussi pour payer, bien évidemment, les salaires de tous les soignants, de façon que ça va être pour des choses très concrètes. Vous allez contribuer à vacciner des enfants, à faire les suivis des grossesses des femmes, à pouvoir faire des consultations en santé mentale pour les petits et pour les grands, à pouvoir soigner les papis et les mamies pour toutes les maladies chroniques. Alors, ça va servir à tout ça, à des choses très, très concrètes. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment les soins tant de base que, enfin, les consultations de base, etc. Tout à quoi. fait. Et d'ailleurs, Tout à fait. tu parles beaucoup de la santé mentale. On peut pas imaginer effectivement à quel point c'est abominable d'être sur un territoire qui est constamment attaqué, où on a déjà perdu des proches et on va en perdre, etc. C'est abominable. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour la santé mentale des Palestiniens et Palestiniennes? Ça qu'on fait, c'est des consultations, c'est un peu des briefs qu'on appelle pour voir un tout petit peu dans quel état il est chaque personne. Et après, il y a un suivi de cette personne. On les fait pour la population, mais on les fait aussi pour nos staffs, pour nos collègues. D'accord. Ok. Oui, bah en fait, oui, ça concerne un petit peu tout le monde, étant donné ce qui est en train de ce qui est en train de se passer. J'imagine que ça concerne tout le monde. Si vous avez des questions d'ailleurs dans le chat, je me permets, n'hésitez pas. C'est vrai que là actuellement, je suis un peu en tunnel parce que on avait préparé quelques questions qu'on se posait avec Céline. Céline, c'est ma collègue. Donc voilà. Mais si jamais vous avez des questions dans le chat, surtout n'hésitez absolument pas. Je me permettrai de les lire et de les poser si vous le souhaitez. Euh, ouais, après moi j'ai des questions aussi, mais c'est des questions un petit peu plus politiques qui demandent pas spécialement ton avis à toi, mais juste comment tu ressens le truc. Du genre, pourquoi il n'y a aucune mesure internationale qui sont prises à l'encontre d'un gouvernement qui est ouvertement génocidaire aujourd'hui? Enfin, comment c'est possible qu'il y ait une inaction à ce point-là sur ce conflit? C'est Moi, ouais, la réponse, je pense que c'est très facile, très rapide. C'est manque de courage. C'est vraiment un manque de courage. Même les pays qu'il y a la possibilité la plus grande, parce que c'est son allié le plus important, que c'est les États-Unis, fait pas grand-chose. Alors, c'est vraiment un manque de courage, mm, parce qu'il y a tous les États, ils ont des agendas politiques, etc. Et il faut voir que les agendas politiques, ils sont en train de primer sur des intérêts des populations et sur les droits, les respects du droit international humanitaire, etc. ouais, mais du coup, ça paraît bête, mais de quoi auraient peur ces pays, tu vois, pourquoi les États-Unis auraient peur, du coup, d'aller à l'encontre du gouvernement israélien? Je ne sais pas, mais c'est vrai que Joe Biden, maintenant, il rentre dans une campagne présidentielle, Oui. de façon que tout ça, ça joue, bien sûr. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a la campagne en plus. En fait, c'est cauchemardesque, hein. Oui, bien sûr, Mm, ils défendent leurs intérêts, mais c'est vrai que c'est un cauchemar avec la campagne en cours et tout. mm.
Et c'est vrai qu'il y a un truc qui revient souvent aussi, c'est cet état-là actuellement de génocide, de nettoyage ethnique, etc. Pourquoi il y a une couverture médiatique aussi élevée en ce moment, alors c'est très bien, attention, hein, mais que parfois il se passe des choses relativement similaires, alors comme tu dis, ça reste quand même une situation exceptionnelle à Gaza, mais relativement similaires ailleurs, et on en parle infiniment moins. Je pense parce que on va dire, toute la nature des conflits palestiniens et, avec Israël, c'est pas nouveau, ça fait beaucoup d'années, ça fait plus de 70 ans. De façon que je pense que ça touche déjà beaucoup de générations, et aussi parce qu'on a pas mal d'images, même s'il n'y a pas énormément de journalistes à l'intérieur, il y a énormément de téléphones. Euh, Ah oui, et les gens, ils sont en train, et avec raison, en train de visibiliser la situation de façon que l'information, ça s'est fait de façon très rapide. Et après, il y a une question d'injustice au niveau de toute la société civile qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de pays. Il y a une question d'indignation, de se dire comment c'est possible. Et ces gens-là, ils sont complètement enfermés. Et personne ne sort. Et pour beaucoup, c'est des gamins, les gens qui sont en train de mourir ou les gens qui sont en train d'être blessés. Et je pense que ça touche davantage parce que à la fin, c'est le gamin, il a rien demandé. Il est là, piégé entre deux fronts et ils sont en train de mourir. oui, oui. Très bien. Moi, je pense avoir fait le tour de à peu près mes questions. Elena, je voudrais pas te prendre tout ton temps. Je sais que tu es extrêmement prise. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les inviter, les inciter à donner pour Médecins du Monde lors de ce Streamers for Palestinians? Et vraiment, il se mobilise, qui s'intéresse à la question, qui soutient vraiment tous les mouvements qu'il y a au niveau cessez-le-feu parce que c'est la seule solution et surtout qu'il n'hésite pas un seconde sur est-ce que l'argent arrive ou arrive pas. Tous les séros qu'on va collecter seront importants pour soigner. Vous savez, dans vos mains, soigner des milliers de personnes, alors n'hésitez pas. Oui, et d'ailleurs, tu sais, il y a des gens qui ont peur effectivement que quand on donne de l'argent aux grandes ONG qui sont sur place, que ça aille entre les mains du Hamas, etc. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Enfin, Nous, on opère en direct. oui, C'est voilà. nos cliniques avec nos médicaments, avec nos staffs, etc. Nous, on opère en direct. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Très bien. Eh bien, écoute, Elena, moi, je ne veux pas te prendre plus de ton temps. Tu as déjà énormément parlé et tu nous as dit des choses très fortes qui, je pense, vont faire réagir certaines personnes dans le chat et ailleurs. Merci infiniment, Elena Merci. Ranchal. Merci à vous tous, les 6000 plus toi. Vraiment, merci pour l'opportunité et continuez. Merci infiniment. On va continuer. Je te souhaite à toi personnellement bon courage pour toute cette mission. Je te souhaite de bien retrouver tes équipes aussi. Je souhaite bon courage à toutes les équipes sur place. Et j'envoie évidemment tout mon amour aux victimes, aux familles des victimes, aux proches. Merci infiniment, Elena. Merci beaucoup. Et tu m'invites quand il aura le cessez-le-feu pour le fêter. Oui, ok. Oui, pas de problème, je t'inviterai. Très bien. Merci beaucoup. Hein. À Salut, tous. Elena. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, Salut. ciao. Et voilà, messieurs, dames, nous étions avec Elena Ranchal, Médecins du Monde. J'ai essayé de poser un maximum de questions qui auraient pu être posées par vous, etc. Je remercie d'ailleurs en particulier Céline qui m'a écrit énormément de questions hier pendant le week-end de galère là. Voilà, j'espère que ça vous a permis quand même de vous rendre compte de certaines choses. Elle a quand même dit que c'était une situation exceptionnelle. Elle l'a dit, hein, que ça fait 20 ans qu'elle est dans l'humanitaire et elle a jamais vu ça. C'est une situation qui est unique, qui est singulière. C'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on se mobilise. C'est parce que, c'est pas la première fois qu'on en parle, je me permets d'en reparler, mais elle l'a très bien dit, c'est-à-dire que les gens actuellement dans Gaza, les Palestiniens dans Gaza sont bloqués dans Gaza. Ils ne peuvent pas partir ni au nord, ni à l'est, ni à l'ouest, ni au sud. Ils ne peuvent pas partir. Et actuellement, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est survivre. Et pour survivre, il y a besoin de matériel, il y a besoin de gens sur place, il y a besoin d'ONG qui s'en occupent, parce que nous, par exemple, nous, personnellement, on peut pas le faire, ça passe forcément, ça transite par des ONG, et on les remercie pour ça, et c'est la raison pour laquelle, messieurs, dames,
je vous invite à donner sur cette cagnotte Streamer for Palestinians qui a commencé vendredi soir dernier et qui est là jusqu'à mercredi soir. Je donnerai de mon au maximum pour être là, pour vous inviter à donner, pour continuer à parler de tout ça, etc. En tout cas, merci d'avoir suivi cette interview de Elena Ranchal, et merci à elle. Elle parle très bien. C'était important d'avoir un petit peu tout ça.